Quelle la wifi? Ça, le un petit bip, une instant, ça ne dérange personne. Voilà. Est-ce que vous l'avez bon Facebook, je vais où? Synergie franco-grecque. C'est bon ou pas bon? Ah, je sais pas ce que... Ça a recommencé? On est en direct? Attends, faut que ça se lance. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Je crois que ça a commencé. Ah oui. Mais c'est Daphné qui nous dit. Λοιπόν, καλησπέρα σας, bonsoir. Me βλέπετε? Ωραία. Καλησπέρα σας, bonsoir. Nous avons demandé quelques minutes de le quart d'heure académique pour qu'on puisse commencer. On reprend le périlleux direct via Facebook. L'intervention et la soirée sera enregistrée. Comme ça, vous pouvez dire à vos amis et à ceux qui s'intéressent à tout ce qui va être dit, de le regarder plus tard, soit sur notre page Facebook, ou les gens qui ne veulent pas aller sur Facebook, parce que Facebook, quand c'est une retransmission sur une page qu'on a mis en public, ne nécessite nullement un compte Facebook. Dans quelques jours, cette intervention sera sur notre chaîne YouTube et sur notre site, synergiefranco-grecque.org. C'est bon? Ok, merci. Alors, nous avons été créés, l'association, il y a 1 an et demi, je ne me rappelle pas exact, et nous avons eu le plaisir de travailler pendant 2 mois avec notre ami, parce qu'on le considère maintenant un membre de la famille, un grand ami, Alexis Mateli, qui a fait 2 mois de stage très intense et il a beaucoup offert à l'association. Et dans le cadre de ce stage, il a aidé beaucoup l'amélioration de l'organisation de l'association, la mise en place de différents documents, et il a travaillé sur sa recherche, sur la recherche exigée par son Master 2, qui va nous expliquer de l'Université de Cergy. C'est ça? Et le titre, il va vous parler comme un grand, et de temps en temps, je vais lui poser des questions. Alors Alexis, et on a décidé, comme on est comme une équipe ou comme une troupe de théâtre très proche, de se tutoyer, pas par manque de respect, mais surtout par énorme respect d'Alexis Mateli, qui vraiment est très jeune, c'est l'espoir. Moi je suis un peu sur le départ, mais je le tutoie parce qu'il est égal dans la réflexion et dans le sérieux de sa pensée que moi. Alors, on espère que tous les jeunes ont le même sérieux quand on commence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, avant que tu prennes la parole vraiment, et comment s'intitule ce diplôme, parce que c'est très intéressant, les titres déposés de ton travail, et si possible, si tu veux, les raisons pour lesquelles tu l'as choisi. Et je crois que vous pouvez regarder, on va voir notre amie, elle va nous dire si on peut voir bien les projections. Bonjour à tous qui êtes ici et bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. Déjà, donc, je suis à l'université de Cergy en master de développement culturel et valorisation du patrimoine. Donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ma première année de master, puisque là je suis en 2e année, que j'ai fait ce mémoire et le stage avec Nikos. Donc l'intitulé exact de mon mémoire, donc le sujet c'est le philhellénisme français, un phénomène entre constance et mutation. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce que 2021 ça marquait le bicentenaire de la Révolution grecque. Et c'est dans ce contexte-là qu'est né le philhellénisme en 1821. Et d'ailleurs, vous pouvez voir au Louvre, par exemple, une grande exposition qui aborde ce sujet. On pourra en parler après si certains l'ont vu. Et le philhellénisme, parce que c'est quelque chose d'ancien, qui a 200 ans, mais c'est aussi quelque chose de contemporain, puisqu'on parle encore aujourd'hui de philhellène, d'association philhellène et de philhellénisme. Et donc tout l'intérêt de cette recherche était de savoir comment a évolué le phénomène
et comment il se matérialise aujourd'hui. Voilà, c'est excellent. Et tu n'as pas un rapport avec Matéli, par les noms, on ne comprend pas si tu as des rapports grecs, etc. Ah oui, mais si dans le courant de la discussion, si tu as envie, tu nous en parles un peu, parce que je crois quand même que tu es comme Obélix, un peu tombé dans la marmite depuis toujours. Hein. Oui, bah, du coup, je suis d'origine grecque, pour ceux qui ne le savent pas. Comme mon nom ne l'indique pas, mais je suis d'origine grecque. Et bah, en fait, j'ai toujours côtoyé un petit peu la communauté grecque. Et j'ai toujours vu des gens qui n'étaient pas d'origine grecque dans des associations où on pouvait trouver des Grecs. Et bah, au bout d'un moment, j'ai compris du coup ce qu'étaient les philhellènes. Mais c'est un petit peu parti de ça. À la base, je voulais parler de la diaspora grecque. Et puis ensuite, j'ai trouvé ça intéressant de parler du philhellénisme. D'autant qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le philhellénisme contemporain. Autant il y en a sur le philhellénisme d'il y a 200 ans. Mais sur le philhellénisme aujourd'hui, il y a peu d'écrits, peu de recherches qui ont été faites. Donc c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de... D'accord. Et tu peux nous montrer, et moi je mettais pendant un bon moment les plans de cette présentation que tu veux faire. C'est juste, je voulais dire, on n'a pas présenté ce travail comme un travail excellentissime, abouti et exemplaire, quoique il y a ces caractéristiques. C'est une amorce de discussion. On commence le débat parce que nous ne voulons pas être des prestataires de services, des organisateurs de soirées. Nous voulons avoir une base théorique sur ce travail que nous faisons comme association. Il va nous en parler en détail. Dans la salle, ici à l'AGK, on a le plaisir d'avoir notre amie Evelyne Frezinski qui anime l'instant grec à la radio AIP tous les dimanches à 13h. Vous voyez que les philhellènes actifs se déplacent malgré la Covid. On a une dame sublime dont le nom m'échappe qui a l'association Kyklos aussi, une dame excellente qui a à Phonigraphie et à Synergie, et tout un groupe de jeunes filles qui, c'est la jeunesse, l'espoir, l'avenir. Et un monsieur sympathique comme tout que je ne connais pas bien, et mon ami Daphne Zapandiotti qui fait un Erasmus+, que je ne connaissais pas qu'il y a un Erasmus+, je connais Erasmus seulement, à Synergie aussi. Vous comprenez alors que Synergie essaye d'être toujours un lieu de réflexion et pas seulement de consommation de la culture grecque. Voilà. Donc, bah là, vous trouvez Votre nom? Grecos. Du coup, bah, le plan, c'est le plan de mon mémoire. Donc, en fait, dans la première partie, je me suis intéressé au philhellénisme du 19e siècle. J'ai essayé de le contextualiser, donc je me suis beaucoup basé sur des livres, sur des ouvrages. Dans une deuxième partie, je me suis intéressé au philhellénisme aujourd'hui à travers les associations. J'ai cherché à savoir si puisque c'est des structures en fait que les philhellènes utilisent, si les associations, le rapport entre les associations grecques et philhellènes, le rapport entre les philhellènes et les grecs à travers les associations, et si les associations philhellènes faisaient partie finalement de la diaspora grecque. Et enfin, dans une troisième partie, ça sera sur être philhellène, qu'est-ce que c'est, quelles sont les trajectoires, les différents profils, comment on accède au philhellénisme, comment on le devient. Donc c'est un petit peu ce plan qu'on va essayer de suivre. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, du coup bah, je vais faire au mieux pour être clair. Je peux commencer, Nikos ? Oui, oui. Du coup, donc, le philhellénisme, il est apparu au 19e siècle, en 1821 plus précisément, pendant la Révolution grecque, alors que la Grèce était sous domination ottomane. Cette révolution, elle est inscrite dans deux contextes. D'abord, le contexte ottoman de l'époque. Donc à cette époque, bah, l'Empire ottoman est sur le déclin, il se morcelle, il fait face à différentes révolutions en son sein, notamment deux, en Serbie en 1815 et dans les républiques danubiennes, donc en Moldavie, en Valachie, c'est l'actuelle Roumanie. Les principautés danubiennes, elles sont à cette époque chrétiennes orthodoxes, il y a une minorité grecque. Et c'est de là finalement que va un petit peu partir à la révolution, puisqu'il y a Alexandre Ypsilantis qui est désigné pour mener l'insurrection.
Et le but étant de prendre en étau les Ottomans et de rejoindre les Grecs plus bas qui commencent à se soulever eux aussi. Malheureusement, il va échouer dans son entreprise, mais c'est pas ça qui va empêcher les Grecs de se soulever en 1821. C'est bon pour toi? C'est parfait. Vous voyez mieux? Ah Voilà, oui. on a trouvé une solution. Et le deuxième contexte un peu plus général, un peu plus large que l'Empire ottoman, c'est le contexte européen. En 1815, il y a la Sainte Alliance qui... Est-ce que ça vous va? C'est un peu trop. Oui, on ne voit pas du tout. L'écran est meilleur, Mais du évidemment. coup, on ne voit pas à l'écran. L'écran est meilleur. Mais vous nous voyez, il nous Ah, voit. on nous voit, ok. Πήγαινε να τις ένα έξτρα πίσω, σε παρακαλώ. La Micha. Μόνο το μισό. Ok, donc du coup, il y a le contexte ottoman, un contexte régional et un peu plus large à l'échelle européenne. Bah, on a beaucoup de révolutions qui apparaissent du Portugal et l'Espagne jusqu'en Grèce, mais aussi en Italie, dans le Piémont, à Naples. Il y a un vent libéral qui traverse l'Europe et qui va profiter à la Grèce. Parce que je le rappelle, mais le philhellénisme, il a vu le jour, pas forcément dans les sphères politiques, mais plus par le biais d'un engouement de l'opinion publique. Donc, Excellent. ouais, c'est bon. Merci. Donc, du coup, excusez-moi, l'histoire fait commencer la révolution grecque le 25 mars 1821. Enfin, c'est pas historiquement, cette date, elle n'est pas forcément vraie. Elle correspond surtout à, enfin, elle a surtout une valeur symbolique et religieuse. Le 25 mars, c'est la date de l'Annonciation chez les orthodoxes, chez les Grecs orthodoxes. Et selon la légende, la révolution, elle serait partie d'un monastère à Patras. Il y aurait un dignitaire orthodoxe qui aurait repoussé des musulmans, enfin des Ottomans, donc des musulmans. Donc il y a toute une foule de symboles qui renvoient à la religion. Et, mais selon toute vraisemblance, la révolution, elle aurait commencé entre le 15 et le 20 mars. Donc, en même temps que se structure la révolution, les grandes puissances ne vont pas intervenir ni en faveur de la Grèce ni en faveur de l'Empire ottoman, alors qu'ils sont intervenus en Espagne, par exemple. En revanche, il y a l'opinion publique qui va s'intéresser au cas des Grecs, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Europe chrétienne s'identifie, enfin une partie de l'Europe chrétienne s'identifie aux Grecs qui combattent des Ottomans qui sont musulmans comme un peu une nouvelle croisade. Parce qu'il y a un sentiment de dette envers la Grèce qui, par exemple, il n'y avait pas vis-à-vis de la Serbie qui s'est soulevée auparavant. Et en plus de ça, il y a, comme je vous ai dit, un vent libéral qui soufflait sur toute l'Europe. Et il y a aussi les nombreux échanges qu'il y a eu entre les Grecs et les Français, des voyageurs qui sont partis en Grèce tout au long des siècles. Et donc ça a contribué à ce que l'opinion publique se passionne un petit peu pour la Grèce et pour sa révolution. Donc voilà, donc là vous avez l'étymologie du terme philhellénisme qui finalement tout est indiqué dans le mot. Je peux me permettre? Bien sûr, parce que... C'est très joli ce qu'il a fait toujours, Alexis, il n'arrête jamais de nous étonner, enfin, très agréablement, parce qu'il a mis philos pour montrer bien le PH qui n'est pas passé dans d'autres langues, mais en italien, par exemple, je crois qu'il ne le garde pas. Non. Chaque fois que vous voyez PH, il est fort à parier que ça vient du grec. Et j'aime bien qu'il a gardé l'esprit rude, hellénismos, pour montrer comment on a les H, philhellénisme. Et ça montre aussi qu'à l'époque, on avait, c'est très récent, le grec moderne sans accent et avec le système dit monotonique. Et voilà, et l'histoire de l'hellénismos, hellénisme, civilisation grecque, c'est très intéressant parce qu'en grec moderne, ο hellénismos της Γαλλίας, l'hellénisme de la France, signifie en même temps les Grecs ou ceux qui se considèrent Grecs de France. Et je me permets de faire une petite remarque amicale quand notre ami Alexis dit soutenir la Grèce. Comme la Grèce comme État, comme pays n'existait pas, même à l'Antiquité on avait les cités-États, c'est plutôt soutenir le peuple grec que la Grèce. Mais il a raison, il fait un effet de style littéraire
en parlant les contenants et les contenus, la Grèce, le peuple grec. Parce qu'on a vu que la Grèce qui a été libérée, c'est un tiers à peu près, même moins, de la Grèce actuelle. Tu continues. Merci Nikos pour les précisions. C'est la presse en Europe qui va relayer la situation en Grèce. Ça va être un petit peu délicat parce que les journaux n'ont pas de correspondants sur place. Ce qu'ils vont faire, c'est beaucoup reprendre des titres de journaux viennois par exemple ou de journaux à Smyrne, le Spectateur oriental, donc un journal à Smyrne. Et en fait, c'est ça qui va contribuer à alerter l'opinion publique. Il y a d'un côté, en fait, il y a deux presses qui vont s'opposer. Il y a la presse royaliste et la presse libérale. Et donc, en fait, les deux vont, ça va aussi créer un débat, mais en tout cas, toutes les presses vont s'emparer de la situation en Grèce. Et ce qui permet aussi ça, c'est que c'est le progrès technique. On peut à cette époque imprimer de plus en plus de journaux. Donc ça facilite aussi la diffusion de l'information. Petite remarque amicale, quand il parle notre ami Alexis de Air libéral, c'est très bien de les penser dans la conception du 19e siècle. Oui. Parce que maintenant, quand on dit on est contre le libéralisme actuellement, nous pensons à un libéralisme technocratique, politiquement différent que l'ère libérale, les libéraux économiquement. Les libéraux dans le 19e siècle, au 10e siècle, ou après les Φιλελεύθεροι d'Eleftherios Venizelos, c'est un courant progressiste. Alors les mots changent, il faut toujours les contextualiser. Et quand il a parlé des journaux viennois, excuse-moi, j'ai fait juste une petite remarque, notre ami Alkis Sofou, qui est maître de conférences de grec moderne à la Sorbonne, toute sa recherche et sa thèse, que ça peut nous étonner actuellement, c'est sur éphéméris. Éphéméris, cela signifie journal, c'est l'éphéméris qui était un quotidien hellénophone ou grécophone, on va parler de ça, à Vienne, au XVIIIe siècle. Alors il y avait une forte communauté grecque à Vienne au XVIIIe siècle. Du coup, il y a aussi de nombreuses brochures qui vont un peu plus échapper à la censure que la presse, qui vont voir le jour, dont la moitié presque vont être en français. Et qui vont prendre diverses formes. Et finalement, en fait, le fait que les événements soient relayés assez massivement, ça va faire du philélénisme un mouvement qui n'est pas élitiste, un mouvement tout simplement qui ne se veut pas élitiste, en tout cas qui ne s'adresse pas simplement aux élites. Le philélénisme à cette époque, il s'articule en trois actes. En trois axes, là, du coup, voilà, vous pouvez voir des coupures de journaux qui parlent de ça en pleine période de révolution. Le philélénisme à cette époque, il s'articule en trois axes. Il y a une dimension financière, il y a une dimension artistique et il y a une dimension militaire. Et en fait tout ça, ça va être chapeauté par des comités philélènes. Le soutien financier, ça va se traduire par des événements qui vont être organisés, des collectes d'argent, des souscriptions pour envoyer de l'argent en Grèce, pour soutenir les Grecs aussi qui étaient à l'étranger, quand il y a des Grecs qui étaient réduits en esclavage, pour les libérer. Et voilà, donc le soutien militaire, ça va se traduire par des contingents militaires qui vont partir se battre aux côtés des Grecs de toute l'Europe. Ils ne seront pas beaucoup, à peine moins de 1000. Mais ils vont avoir un petit peu de difficulté sur le terrain à se battre parce que les Grecs n'étaient pas du tout organisés. C'était très clanique la manière dont ils se battaient. Et c'était beaucoup qui allaient se battre, des Européens, des jeunes soldats, des jeunes étudiants, ou d'anciens soldats aussi napoléoniens. Les comités, du coup, ils vont se disperser, ils vont naître en Allemagne, puis ils vont ensuite atterrir à Londres. Il y aura le comité londonien qui va être le plus important en 1823, puis ensuite le comité parisien 2 ans plus tard, et puis ensuite à Marseille, à Strasbourg, un petit peu partout, il y a des comités qui vont apparaître, qui vont relayer les activités des philhellènes. Là, vous pouvez voir par exemple des objets. Il y a des objets qui vont être
qui vont être pensés, des pendules, des éventails, des assiettes, des horloges, toutes sortes d'objets qui vont être décorés avec des dessins de Grecs, parfois un petit peu fantasmés aussi, il faut le dire. Et nous avons ces objets, voilà, tu vas le dire qu'on a. Tout ça, c'est à l'exposition. Oui, c'est à l'exposition du Louvre, donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Lord Byron, ça va être c'est un héros de la Révolution, il est honoré en Grèce comme un héros, c'est un Anglais qui est parti se battre, qui est mort en Grèce et qui aujourd'hui qui est honoré comme un héros de la Révolution. Le soutien artistique, qui va être finalement celui peut-être qui va faire le plus parler, on a de nombreux artistes, des peintres, comme Delacroix par exemple, des écrivains comme Victor Hugo, qui vont écrire. Victor Hugo va écrire de nombreux poèmes où il va parler de la Grèce, où il va parler des massacres perpétrés par les Ottomans. On a Berlioz aussi dans la musique. Et donc on a beaucoup d'artistes qui vont se positionner en faveur de la Grèce. Donc, à la fin de la Révolution, la Grèce triomphe, notamment grâce aux Philhellènes. Donc en 1830, la Grèce va obtenir son indépendance. Après ça, après la Révolution, excusez-moi si je vais un peu vite. Il faut, ok. Ils ne triomphent pas quand même. On a la création de l'État grec grâce au. Et puis c'est partiel. Toute la Grèce ne s'affranchit pas des Ottomans. Toutefois, après la Révolution, on a une perte d'intérêt pour les Grecs et pour le cas grec. Donc voilà, Nikos, je pense que je vais te laisser parler de Jacques Lacarrière si tu le veux bien. Toi Après, parce que j'en parle juste après. Parce qu'en fait, là on est à la fin de la guerre, il n'y a plus de raison de soutenir la Révolution, puisque la Révolution est finie. Les Grecs, la Grèce devient un État indépendant, et les communautés philhellènes cessent d'exister, il n'y a plus besoin d'envoyer de l'argent. Et donc en fait, tout ça s'écrase un petit peu. Jusqu'au XXe siècle en fait. Nous pouvons parler, et je crois que notre présidente Ioana Cook, qui est la présidente de Synergie, qui va venir tout à l'heure, elle va prendre la parole parce qu'elle enseigne à l'université, elle est prise, elle va venir dans une demi-heure à peu près. Et il y a eu toute une journée d'études sur le philhellénisme à l'école en sciences sociales, par rapport aussi au philhellénisme en France à la fin du 19e siècle, avec un risque qu'on a eu en 1897, si je dis bien la date, de presque disparition de l'État grec. Et c'est de nouveau, il y a eu une pression de grande puissance. Et les mouvements dits philhellènes ou pas philhellènes, mais un courant qui s'intéresse à la Grèce, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'on va parler du mot philhellène. Et il y a toute une histoire par rapport quand on parle, par exemple, quand on utilise les termes hellénophone, il y a qui disent, par exemple, Evelyne, de qui j'ai parlé tout à l'heure, elle parle très bien grec. Et Philippe Régnier, qui aussi parle très bien grec, d'autres personnes ici dans la salle parlent très bien grec. Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils sont hellénophones ou ils sont grécophones en français? C'est une grande discussion. Notre ami Petros Diatsentos avait fait une thèse sur l'histoire du grec moderne au XIXe siècle, la normalisation du grec moderne. Il avait utilisé, entre autres, il écrivait, que ça a beaucoup étonné, l'hellénisation du grec moderne. C'est-à-dire comment, avec les mouvements des puristes, on essayait de tirer le grec moderne vers le grec ancien. Mais en même temps, il y avait tout pour utiliser un terme linguistique, un planning linguistique pour créer la langue officielle. Les mots Hypurgio, les mots ministère, tous les mots administratifs n'existaient pas pour les droits, etc. Alors, où je vais arriver pour aller vite, en France, si on voulait faire une autre recherche, on aurait vu la naissance des, comment dire, les professeurs à l'université en France qui enseignaient les grecs modernes. On a le fameux Jean Psychari qui était marié avec la fille d'Ernest Renan.
grandes figures au XIXe siècle. Après la première, il fallait faire tout un travail sur le grec moderne à la Sorbonne, l'Institut Hellènique de la Sorbonne, et le grec moderne aux langues orientales, et voir tout ce travail. Et c'est pour ça qu'on revient à cette exposition qui parfois philosophiquement, idéologiquement peut être un peu controversée au Louvre, mais on a les livres édités au XIXe siècle, les poètes grecs traduits, les Fauriel, l'anthologie de poésie de Fauriel, d'autres mots. Et après, au XXe siècle, on a tout un courant d'écrivains qui écrivent sur la Grèce, des gens qui arrivent, et c'est moi de parler de la carrière. Non. Bah, moi, je ne vais pas en parler en fait. Bon, juste les plus connus, on fait un peu un saut périllé en avant. C'est Jacques Lacarrière qui est venu en Grèce en pleine guerre civile avec le théâtre antique de la Sorbonne, c'est-à-dire jouer en grec ancien à la prononciation érasmienne des tragédies antiques. Ils ont eu l'autorisation de jouer une tragédie, je ne me rappelle plus laquelle, à Épidore. Et les spectateurs étaient les villageois des villages autour. Et je me rappelle que Lacarrière, il a écrit dans un texte qu'il a compris que la vraie tragédie, c'était la tragédie qui vivait le peuple grec au même moment à cause de la guerre civile. Et il a dit, la tragédie antique, j'ai compris l'énorme actualité qu'il avait, et il s'est lancé du grec ancien à passer vers le grec moderne, à prendre le grec moderne, et c'est parmi les premiers, je regarde toujours le temps, parmi les premiers qui ont commencé à traduire par exemple le troisième anneau de Taxis, des poètes comme Seferis, la Ritsos, etc. Il a créé un mouvement philhellène, et son livre Bible, disons la Bible d'une approche vers le grec moderne, c'est le texte grec. Il y a des gens, des puristes, des universitaires, des agrégés de lettres qui n'aiment pas beaucoup parce qu'il a beaucoup une approche empirique ou très chaleureuse, sentimentale et personnelle, et pas une approche de chercheur. Mais c'est une évidence qu'il a créé tout un mouvement vers la Grèce, et c'est ça la grande question. Est-ce qu'on peut l'appeler philhellène dans les mêmes termes? Il y a qui n'acceptent pas le nom philhellène, amoureux de la Grèce. En tout cas, il fait la transition entre le 19e siècle et entre aujourd'hui, parce que lui, comme a dit Nikos, il va comprendre la Grèce actuelle, il ne va pas fantasmer une Grèce passée, et c'est tous les enjeux en fait du philhellénisme. À Phonigraphie, à la Maison de la Grèce, nous avons eu l'honneur d'accueillir Lacarrière, qui nous a donné une conférence comme titre « La Grèce a trois visages ». Il a parlé de poètes orphiques pour l'Antiquité, de l'hymne acatiste pour Byzance et d'actionnistes d'élitisme pour la Grèce moderne. Comme ça, il a uni les trois visages de la Grèce, Antiquité, Byzance et Grèce moderne. C'est ça l'esprit, je crois, qu'il voulait donner. Donc voilà, donc il fait un petit peu le lien entre le 19e et le 21e siècle, Jacques Lacarrière. Et donc maintenant, on va s'intéresser au philhellénisme plus actuel et surtout les associations. Mais du coup, on va d'abord rapidement revenir sur la communauté grecque française et parisienne. Donc c'est une communauté assez réduite finalement par rapport à la communauté grecque d'Allemagne ou aux États-Unis, ou même en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est une communauté qui s'est fondée sur différentes vagues migratoires au XXe siècle. Au début du XXe siècle, la France, en 1916-1917, avait besoin de main-d'œuvre, donc a fait venir des Grecs. En 1920, il y a eu la grande catastrophe, 1922-1926, la grande catastrophe. Il y a 1 million de Grecs qui ont dû quitter l'actuelle Turquie et aller en Grèce. Certains sont venus en France, donc il y en a qui sont venus en France. Et puis, entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, la Grèce a connu des années sombres avec la guerre civile et la dictature des colonels qui a forcé à l'exil des intellectuels, des étudiants et des opposants politiques. Depuis, la Grèce est dans l'Union européenne
Donc disons que le niveau de vie s'est amélioré, il y a une certaine stabilité politique. Voilà. Et nous avons une nouvelle vague migratoire après la crise de 2008 et les mémorandums, les différents mémorandats et la fameuse Troïka qui a fait revenir en France une immigration, disons, une vague migratoire de la Grèce pour des jeunes. Ils utilisent en Grèce un terme en anglais, brain drain, non? La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est-à-dire Ouais. de jeunes chercheurs qui partent après leurs études de la Grèce pour venir en France chercher des postes de chercheurs ou d'universitaires, etc. Donc à l'époque, au début du XXe siècle, les Grecs en France étaient surtout des artisans, donc des tailleurs, des fourreurs, des bottiers, des coiffeurs, des restaurateurs. Ils se sont rapidement organisés en associations, d'abord liées à leur profession, et puis aussi par quartier. Donc il y avait beaucoup de Grecs dans le 10e arrondissement, à Belleville, mais il y a aussi une communauté, un foyer de peuplement, en tout cas à Sartrouville. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de quartier grec. Il y a, dans le 16e arrondissement, il y a la cathédrale grecque, il y a l'ambassade de Grèce, aussi de Chypre, il y a le siège du centre culturel hellénique, mais il n'y a pas de Grecs dans le 16e arrondissement à proprement parler. Il y en a à Sartrouville parce qu'historiquement ils sont présents et ils ont continué à rester. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de quartier grec à Paris. Ouais. Oui. Et nous avons ailleurs, pas hier, dans le sud de la France, où il y avait une communauté assez importante grecque et d'autres. Et juste, j'ai perdu ma... oui, nous avons vu une thèse, je fais juste un complément d'information, une thèse faite à l'INALCO d'un ami Michel Garin, je crois, qui a travaillé sur les Grecs, les Turcs et les Arméniens à Paris, l'entre-deux-guerres, et il a compris qu'il y avait une interdiction d'un travail salarial pour les gens qui provenaient de ces pays. C'est pour cela qu'ils ont été obligés de devenir, de s'occuper des métiers dont tu as parlé. C'est pour ça qu'on a eu les tailleurs grecs, les coiffeurs, les Chypriotes aussi, ils travaillaient dans la dentelle ou d'autres choses. Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a principalement des Grecs dans le sud de la France et à Paris. Il n'y avait pas que des artisans, il y avait aussi des intellectuels, des étudiants, des professeurs d'université. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a pas mal de professeurs d'université qui sont grecs, Oui. en France. Et voilà, historiquement, la communauté grecque, elle se structure autour de la religion. C'est de moins en moins le cas. Et la communauté, elle va surtout se structurer autour d'associations, et notamment l'association qui s'appelle Communauté hellénique de Paris et ses environs. Donc c'est une association grecque qui regroupe actuellement plus de 2000 familles et qui va s'adresser à tous les Grecs. Donc tous les Grecs, c'est les Grecs qui viennent de Grèce, c'est les Grecs qui viennent aussi qui sont issus de familles d'Asie mineure, du Maghreb, donc pas que de Grèce. Les Grecs n'étaient pas que en Grèce. Que dire? Donc là, on peut voir, en fait, si on s'intéresse au statut de l'association, on peut voir à quoi elle se destine. Donc, elle a pour but de mettre en relation les Grecs entre eux. Sur le site internet, on peut voir qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, d'offres de logement. Les médecins grecs, les avocats grecs, les journalistes grecs, les interprètes grecs sont recensés. Et donc, on peut voir dans le petit A, on parle de ses membres. On peut se demander qui peut être membre de cette association. Du coup, on est renseigné toujours dans les statuts. On peut voir que peut être membre actif tout ressortissant hellène ou d'origine hellène, ce qui exclut du coup les philhellènes, puisqu'ils ne sont pas grecs ni d'origine grecque. Mais du coup, ils peuvent être membres associés. En même temps, c'est logique parce que la communauté hellénique, c'est une association communautaire, ça n'aurait pas vraiment de sens si des Français pouvaient être membres actifs de la communauté. Association communautaire dans le contenu, parce Oui, que c'est une association 1901 comme toutes les autres. C'est pas une association communautaire, pas dans le sens refermée sur elle-même. Du coup, on peut voir que les philhellènes peuvent être membres associés
que la communauté donne des cours. La communauté grecque de Sartrouville, c'est une association cultuelle et pas culturelle. Voilà. C'est la grande différence. La communauté hellénique, non. C'est 1901 quand même. Oui, oui, mais c'est pas. mais ça s'appelle cultuel et pas culturel. Il y a un autre. La non. différence est fondamentale. C'est plus religieux. Oui. Bah oui. Donc, en fait, tout simplement, la communauté hellénique, elle n'a pas vocation à entretenir le philhellénisme, mais du coup, elle s'adresse quand même aux philhellènes parce qu'elle dispense des cours de grec dont les philhellènes auxquels les philhellènes vont participer, les Français qui veulent apprendre le grec, et aussi dans les actions culturelles qu'elle mène, elle va aussi s'adresser aux philhellènes puisque c'est la culture grecque qu'ils apprécient. Là, vous avez l'extrait d'un entretien que j'avais fait avec la présidente de la communauté hellénique où elle parle des philhellènes comme étant une fierté, une richesse. Mais du coup, les philhellènes, s'ils ne se retrouvent pas dans les associations grecques de la diaspora, ils se sont structurés eux-mêmes autour d'associations qu'on va qualifier de philhellènes. Phonigraphie, c'est la plus représentative de ça. C'est peut-être la plus grosse association philhellène de Paris. Elle a été fondée en 1900. C'est les miens. Tant pis. Elle a été fondée en 1994 et il y a une dimension pédagogique parce qu'elle dispense des cours, il y a une dimension culturelle parce qu'elle organise des manifestations et il y a des ateliers qui sont complémentaires des cours, des ateliers de traduction notamment. Du coup, excusez-moi, ok, on n'en est pas là. Mais du coup, on peut se demander ce qui distingue ces deux types d'associations grecques et philhellènes. C'est d'abord les membres du conseil d'administration. Chez Phonigraphie, c'est que des Français. Chez la communauté hellénique, c'est que des Grecs. Ou qui se reconnaissent comme grecs parce que ce n'est pas une question de carte d'identité. Non, oui, qui sont d'origine grecque, par exemple. Mariés à un ou une grecque. Il y a la langue aussi. Phonigraphie utilise le français principalement dans sa communication, sur les réseaux sociaux ou dans ses manifestations, tandis que la communauté hellénique utilise le grec. Et ce qui les distingue principalement, c'est que, et c'est pas péjoratif que de dire ça, mais les associations grecques vont être des prestataires de services dans le sens où elles vont répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'il y a une communauté grecque et du coup on crée des associations pour répondre aux besoins de cette communauté, besoins en termes d'apprentissage de la langue, en termes de connexion des membres de la communauté, tandis que les associations philhellènes, elles vont devoir susciter un intérêt. Elles vont exister et ensuite elles vont susciter l'intérêt chez des Français et susciter un petit peu, éveiller un intérêt pour la Grèce. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les associations franco-grecques, comme Synergie franco-grecque, du coup. C'est un petit peu une synthèse. Par exemple, Synergie franco-grecque n'organise pas de cours de grec, mais va avoir pour but de créer un pont entre la France et la Grèce culturellement, en organisant des manifestations, en s'entourant de Français et de Grecs, en s'adressant aux Français et aux Grecs. C'est une sorte de synthèse. Tu veux compléter Non, j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de... C'est très complet. Ok. Il y a autrement les associations traditionnelles ou dites folkloriques. Donc c'est des associations folkloriques, encore une fois, c'est pas péjoratif, ça peut l'être dans certains cas, mais là ça l'est pas. Donc on va dire associations traditionnelles où on va apprendre ou pratiquer tout simplement des chants grecs, des danses grecques, tout ça traditionnel. On peut voir du coup, parce que je ne l'ai pas précisé, mais pour la recherche j'ai fait une enquête en ligne qui a recueilli 182 réponses. On peut voir que qui s'adressaient aux philhellènes, les philhellènes qui vont dans ce genre d'association sont finalement peu, mais dans l'ensemble de la population, je ne sais pas s'il y a 14% de personnes qui vont dans des associations de chants et de danse traditionnelles, donc il faudrait comparer si c'est beaucoup ou
peu par rapport à la population. Autrement, Un instant. Ouais. C'est intéressant, avant de passer à un nouveau volet, tu peux revenir à délire. Êtes-vous inscrit dans des associations de danse ou de chant? C'est très intéressant. Kiklos, c'est une association de danse, mais qui ne produit pas de spectacles et qui est dans une sorte de convivialité et d'apprentissage de danse et parfois des week-ends entiers d'apprentissage avec des invités, des enseignants de Grèce. Parthenon, c'est plus une troupe, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'Académie de danse, qui produit des spectacles, mais qui a aussi des cours et quelques moments conviviaux comme le Panigiri, la fête qu'il fait une fois par an. On parle de la période avant Covid. Et les deux très importantes chorales, Harmonie ou Euterpe, sont des chorales où la plupart sont grecs et français, mais ils ont des spectacles de qualité, mais c'est dans la chorale aussi qu'ils apprennent certains les grecs. Et nous avons aussi d'autres structures qui œuvrent sur la culture grecque pour la promotion, mais qui sont très souvent informelles, comme différents groupes de musique ou autres. Tu vas parler. Alors, et toutes ces associations philhellènes et la communauté chypriote, qui n'est pas une association philhellène ou grecque, mais c'est quand même la langue grecque qui la domine, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle du grec moderne, il ne faut pas parler de la Grèce seulement, mais tout un monde hellénophone. Et il y a aussi la littérature chypriote, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, la musique et autre chose. Et il faut il faut noter qu'il y a les Victio, les réseaux, où nous sommes 24 associations réunies au réseau. Le samedi prochain, 11. Nous avons, si la semaine dernière il y a eu les élections à la communauté hellénique, on a eu la réélection de Mme Theodoridou comme présidente, et on aura samedi l'Assemblée générale de Viction qui va réunir 22 associations à peu près. Parfois, Phonigraphie est très importante, Synergie commence à prendre de l'importance, Kiklos assez important. Je parle du nombre de gens et des manifestations de l'année. Il y a d'autres, comme le retour des marques de Parthenon, qui c'est juste un groupe de réflexion de Lombing, l'association d'analyse des problèmes helléniques, elle est un peu en veille en ce moment. On a d'autres associations, 22 associations font partie, ou 23 je crois, à Viction, les voyageurs de Belleville, avec les musiciens Yannis Vlachos, Laurent Stefanidou, d'autres groupes. Et il y a, comme je répète, parce que hier par exemple, il faut voir un peu toutes ces manifestations. On était à la péniche, en écho, je ne me rappelle plus, au bassin de la Villette. On a beaucoup de soirées grecques et ils annoncent d'autres aussi. C'est pour ça qu'il faut soutenir ces structures, parce que cette péniche a failli ne plus être amarrée là, parce que il y avait d'autres pressions de grands groupes industriels et autres pour prendre les places, pour mettre d'autres péniches qui ne jouent pas un rôle culturel. Alors il faut participer toujours à tout cela. Du coup, voilà, donc ça ce sont les types d'associations philhellènes qu'on retrouve. On a aussi des collectifs qui vont qui vont notamment apparaître après la crise et qui vont vouloir aider la Grèce, notamment vis-à-vis de la santé, en collectant des médicaments, en faisant un tour de France pour collecter des médicaments, pour les amener ensuite dans des dispensaires en Grèce. Donc ça se rapproche un petit peu du philhellénisme du 19e siècle, quelque part, avec les comités qui collectaient de l'argent pour envoyer en Grèce. Hors du circuit associatif, on a aussi deux émissions de radio. On a IDLN sur IDFM, donc c'est la radio Anguin, et on a l'Instant Grec sur la radio arménienne Hype. Donc en fait c'est deux émissions qui moi je me suis entretenu avec les deux présentatrices, donc Evelyne Frizinski qui est présente, et avec Hermione Vory qui présente du coup IDLN.
on a l'instant grec, je crois, qui va plus s'adresser aux Grecs, qui va principalement, l'émission va principalement être en grec, tandis qu'IDLN va peut-être plus L'émission est bilingue. Ouais. L'émission est bilingue, et donc captée de France via l'AFM et dans le monde entier via Internet. Oui, je répète parce qu'on n'entend pas peut-être. Elle est une émission bilingue qui s'adresse plus en France avec mais via Internet, ça peut prendre une ampleur presque mondiale, quasi mondiale, mais internationale. Et il faut dire que quand tu dis quelque chose, juste j'ai fait une petite remarque, étant professeur depuis 40 ans de grec moderne, et quand il y a une émission, une conférence en grec, ça ne s'adresse pas seulement aux Grecs, mais à ceux qui apprennent le grec moderne et qui l'ont déjà appris. Oui, parce que nous, on allait à l'Institut français bien sûr, d'Athènes. mais je posais ça plutôt à IDLN, où l'émission va principalement être en français. Oui. Et oui. Donc en ça, les deux émissions vont pas forcément se positionner de la même manière. À en dire, moi j'ai lancé il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, c'est pas capté la FM, mais est très local. C'est pas capté dans Paris, c'est pour ça capté là. On l'écoute par la retransmission par Internet maintenant. Avant, on ne pouvait pas l'écouter à Paris. Oui. La FM est très très locale. On a également deux librairies grecques. On a Epsilon et Desmos. Epsilon qui va être une librairie plutôt petite, qui va vendre des livres anciens, des très beaux livres, et Desmos qui va vendre des livres neufs et qui va aussi avoir une activité éditoriale et qui va exposer aussi avec une salle d'exposition. Et dans les deux cas, les philhellènes et les Grecs se rencontrent aussi en fait. Les émissions de radio et les librairies, c'est des lieux de rencontre entre les Grecs et les philhellènes. Maintenant, on va parler du coup dans une troisième partie, des différents profils de philhellènes. Déjà, il y a 3 voies d'accès. Donc, c'est un petit peu peut-être illisible. Enfin, il y a beaucoup d'informations. La question, c'était de savoir comment on est arrivé au philhellénisme. C'est-à-dire qu'on peut identifier, je pense, 3 portes d'entrée principales. D'abord, ça serait l'étude de l'être classique, ou même moderne, de la philosophie, du grec ancien. Donc, c'est des disciplines dans lesquelles la Grèce antique a une place importante. Et ensuite, de la Grèce antique, on va s'intéresser à la Grèce moderne. Une seconde voie d'accès serait d'être allé en Grèce en tant que touriste dit classique, et ensuite de devenir un philhellène. Donc, on oppose un petit peu les philhellènes aux touristes. Les touristes vont consommer la Grèce, tandis que les philhellènes vont plus être des visiteurs, des voyageurs. C'est pas la même chose. Et du coup, une troisième porte d'entrée sur le philhellénisme, sur la Grèce, ça serait d'avoir une relation amicale ou amoureuse avec un grec ou une grecque. Et du coup, donc ça, c'est toutes les réponses que les personnes ont apportées. Et il y en a qui sont, en fait, elles sont variées. Donc il y a des gens qui se sont intéressés qui ont un intérêt politique, d'autres qui ont dit que c'était par l'orthodoxie. Donc finalement, il n'y a pas que 3 portes d'entrée sur le philhellénisme, il y en a un petit peu plus, enfin, c'est plus varié. Ouais, voilà, c'est plus varié. C'est aussi Non, vas-y. fini et Non. je vais faire. C'est le grand intérêt de ce travail, c'est la recherche de terrain qu'on Voilà. va voir en détail. C'est pas que livresque. Oui, oui, oui. Très important, encore une fois, comme dans toutes les associations, le chiffre est à peu près partout le même. Je fais partie de plusieurs associations. 70% à peu près sont des femmes. Et Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très important à dire. ouais, c'est Pour intéressant. plusieurs raisons. Bah, je ne l'ai pas forcément analysé du coup, mais je l'ai relevé. On peut un peu dresser un profil type en fonction des réponses que qu'on a obtenues, un profil type du philhellène. Déjà, ce serait une femme qui aurait, comme dans 87,9% des cas, plus de 40 ans. On peut imaginer aussi que... attends, je vais juste trouver la bonne slide. C'est pas ça. Non. En fait, je résume un petit peu là ce que je dis. Voilà, donc c'est une femme qui aurait plus de 40 ans, qui serait aussi en train d'apprendre le grec. Donc c'est comme, il y a 79,7% des enquêtés, qui ont déclaré apprendre le grec ou l'avoir appris.
l'entrée dans le monde philhellène, elle se serait faite après avoir voyagé en Grèce. Donc la plupart des gens qui ont répondu à comment ils sont arrivés au philhellénisme, c'est après avoir voyagé en Grèce. Très certainement aussi, donc dans plus de la moitié des cas, les enquêtés s'investissent, participent en tout cas aux événements culturels et à la programmation des associations. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le profil type qu'on pourrait dresser d'un philhellène. Mais en fait, ce mémoire il montre qu'il n'y a pas de profil type en fait de philhellène, et finalement c'est un petit peu ce qu'indiquait la... Tu peux nous montrer en détail ça parce Oui, qu'on a passé. justement je reviens au début là. C'est un petit peu ce que montre ça, il y a tellement de réponses, il y a tellement de voies d'accès que le philhellénisme en fait il est multiple, il n'est pas unique, donc ce profil il peut être vrai, donc effectivement dans la plupart des cas les philhellènes sont des femmes, mais il est quand même plus complexe que ça. Du coup donc là on va revenir sur les chiffres, il y a 79,7% des enquêtés qui ont suivi des cours de grec moderne, donc ça nous renseigne sur l'importance de l'apprentissage de la langue qui va permettre déjà de s'approprier la culture grecque, en tout cas de rentrer dans la culture grecque, et aussi de devenir autonome en Grèce, parce qu'on va le voir aussi, mais les philhellènes vont souvent en Grèce. Le niveau d'apprentissage c'est assez réparti, sur une échelle de 1 à 5. 5 c'est quoi? C'est les confirmés. Ouais. Donc quand on demande où les enquêtés ont appris le grec, dans plus de la moitié des cas c'est dans les associations comme Phonigraphie ou la communauté hellénique. Sinon c'est beaucoup en autodidacte ou par des cours privés. Il y a l'université aussi. Du coup là ça va un petit peu correspondre à ceux qui sont entrés par la porte des études de lettres classiques notamment. C'était intéressant parce qu'on a aussi demandé si les enquêtés avaient connaissance de la définition du terme philhellène, donc c'est le cas dans la plupart des cas. Et on a aussi demandé si les enquêtés se sentaient philhellènes, donc dans une écrasante majorité des cas, c'est le cas. Récemment, j'ai parlé avec une dame qui nous expliquait que elle aimait la Grèce, elle aimait la culture grecque, elle parle grec je crois, mais elle ne pouvait pas se sentir philhellène, donc elle aurait sûrement répondu non, mais du coup elle n'a pas répondu à ce questionnaire. Désolé, je me perds. Non, non, tu ne te perds pas. J'étais présent. Elle considérait que le philhellénisme comme terme, il est très marqué historiquement et qu'on ne peut pas l'utiliser actuellement, tandis qu'elle disait que c'est un terme uniquement dans le 19e siècle, pendant la Révolution grecque. Tandis que nous, on dit qu'on peut le prendre dans une acception plus large. Je me rappelle, excuse-moi, petite intervention, l'ambassadeur de Chypre, quand il parlait à une des rencontres du comité de liaison des associations philhellènes de toute la France, je crois que c'était à Montpellier, ou je ne sais pas dans quelle ville autre que Paris, qui avait dit philhellène actuel que nous sommes, vous êtes, vous les représentants des associations. De toute façon, même le terme association philhellène, puisqu'on est pour l'autodétermination des gens, s'ils se considèrent philhellènes, on peut tenir les mots. Ou une des associations que tu n'as pas, parce que tu es très jeune, connue, les plus importantes dans le domaine aussi de la recherche qu'il faisait, des traductions, tout ce qu'il faisait, avec Madame Josette Doron, justement pour mettre un autre terme, s'appelait l'association Les Amis de la Grèce. Et pour faire un peu la différence entre les Amis de la Grèce actuellement et les philhellènes au 19e siècle. Mais les Amis de la Grèce avec notamment de Chypre, parce qu'ils avaient ajouté une assemblée générale de Chypre, parce qu'ils s'occupaient aussi des lettres chypriotes, de la culture à Chypre et des structures aussi sociales ou autres. Et il y avait des gens de grand renom, comme Louis de Balman, qui travaillait sur la traduction ou les recherches. Par exemple, Jean Weisberg avait travaillé beaucoup sur la traduction de Rebettica. Et on a... bon, je crois que c'est la passerelle pour montrer quels sont les types de philhellènes qui t'a fait une sorte de classement, non? Oui. Je finis juste avec ça. Voilà.
Donc on remarque que la plupart des gens vont en Grèce au moins une fois par an, certains 2 fois par an, et peu n'y vont presque pas. Donc la plupart des philhellènes ont aussi un rapport disons, charnel avec la Grèce, mais aussi on va voir après pour finir qu'il y a aussi un rapport virtuel avec la Grèce. La plupart aussi se sentent concernés, c'est intéressant, par l'actualité de la Grèce, en fait l'écrasante majorité. Et ça nous renvoie aussi finalement au philhellénisme du 19e siècle, puisque c'était ça, les philhellènes se sentaient complètement concernés par l'actualité grecque. Et du coup, on peut un petit peu faire émerger une typologie des différents profils. On aurait d'abord, il n'y a rien de, c'est pas péjoratif que de dire philhellène inactif, mais du coup, ça serait ceux qui n'ont pas, ceux qui ne participent pas aux activités des associations, ils vont pas forcément apprendre le grec, ils vont voyager cependant régulièrement en Grèce, ils vont aimer la Grèce, la manière de vivre grecque, et néanmoins on peut les considérer comme des philhellènes inactifs. Après on a les philhellènes receveurs qui eux vont recevoir la culture grecque, qui vont être un petit peu des réceptacles, qui vont prendre des cours dans les associations, qui vont participer aux événements de la vie culturelle. Ensuite on a le philhellène actif. Donc ça va désigner, disons, les gens qui vont s'activer dans les associations, qui vont être présents dans les conseils d'administration ou dans l'administration des associations. Et enfin, on a les philhellènes diffuseurs. Donc eux, ils se sont un petit peu éloignés du modèle associatif. Ils vont, donc ça va être par exemple les traducteurs, des gens qui vont, par exemple les Frizinski, on peut la considérer par exemple comme une philhellène qui diffuse la culture grecque activement. Et voilà, et ce dans différents milieux, dans la traduction, notamment il y a beaucoup de traducteurs qui sont des philhellènes, qui ont pris des cours dans les associations et qui ont traduit de nombreux romans. Oui, c'est juste à dire, c'est assez intéressant, maintenant que j'ai plusieurs décennies en France, et je commence à enseigner aux petits-enfants de mes anciens élèves, de voir les trajectoires de certaines personnes qui ont commencé au cours débutant dans des associations et maintenant ils sont par exemple, c'est une preuve d'apprentissage du grec, que parfois c'est très livresque, mais ils sont par exemple là, au 10e roman publié, édité en France, traduit et édité en France, officielle traduction. Ils ont fait de nombreuses traductions non publiées. Et on voit aussi d'autres personnes qui chantent, par exemple, dans les groupes, quand j'ai parlé de groupes officieux, c'est-à-dire des musiques et d'autres, qui sont des Français qui participaient, comme on avait avant avec Fanis Caroussos, la Paca Paca Corporation, ou je ne sais pas comment ils disaient l'autre groupe, Zia. Il y avait des Français dans les groupes, musiciens francophones, qui ne parlent même pas vraiment grec, mais qui jouent la musique grecque, soit du rebetiko, soit de la musique traditionnelle. Et juste une petite pub, moment de pub, vendredi, peut-être jeudi ça commence, vendredi, samedi, dimanche, lundi, nous avons à la Philharmonie que des manifestations sur la Grèce, et là on va voir l'importance des gens grecs et français qui vont jouer. C'est une programmation extrêmement importante. Et on a oublié aussi qu'il y a des cas un peu atypiques et nouveaux, comme tous les gens qui se regroupent, ils ne sont pas très nombreux, mais le travail est gigantesque, autour par exemple de Michel Noll, le grec doc, une fois par mois, le dimanche matin, et le très beau festival de documentaire grec qu'on a eu cette année, la pandémie nous a un peu cassé tout ça, et le rôle qu'ils jouent certains centres culturels, noyaux culturels, je ne sais pas comment dire, comme le cinéma Grande Action, qui héberge non seulement le ciné-club du grec doc, mais aussi une fois par mois les films projetés par le centre culturel hellénique. Et certains théâtres, c'est là où il faut petite intervention, n'ont pas encore, il fallait qu'on fasse une plus grande promotion du travail accompli. Par exemple, on a eu une petite structure qui s'appelait la Maison de l'Orient et de l'Occident, là où il y a la coulée verte dans le 12e, et qui avait fait, oui, mais on a 2 volumes énormes de traductions de théâtre, de pièces de théâtre en grec du 19e siècle jusqu'à nos jours. Excellent travail. Il faudrait que des scènes subventionnées puissent proposer parmi ces pièces, parce que la Grèce ne peut pas se contenter qu'en présence aux quelques représentations au théâtre de la ville qu'on ne peut pas ne pas remercier, Chantier de l'Europe,
où très souvent, et là c'est quelque chose de très personnel, je lance un appel pour d'autres chercheurs qui veulent travailler comme Alexis. Et dans le cadre des chantiers de l'Europe, nous avons surtout des spectacles qui ont été créés et subventionnés par les deux grandes fondations en Grèce, la fondation Onassis et la fondation Archos, pour des questions évidentes financières. Ils arrivent, les spectacles tout à fait prêts. Alors il faut voir si on peut créer des spectacles en France et ne pas faire la énième représentation de la même pièce que je ne veux pas la nommer, qui a été mise en scène en France. On m'a dit 10 fois qu'elle est un peu grave sur la Grèce. On peut avoir d'autres, de jeunes talents qui participent. On a eu un, je ne sais pas comment on l'appelle, ils étaient au 120, 103, comment ça s'appelle? 104. Au 104, on a tout un groupe de jeunes comédiens grecs à Paris qui ont fait un travail. Ils étaient en résidence, excusez-moi, c'est ça que je voulais dire. Il faut alors qu'on pousse plus de créations grecques et que c'est pour ça que Synergie et Alexis nous a beaucoup aidés. Parce que tu ne vas pas parler vive, Alexis, mais moi je peux le dire. On essaye de rentrer dans le quartier. C'est pour ça qu'on commence avec des librairies du 11e arrondissement, du 12e arrondissement, à faire des présentations, non qu'on n'aime pas, on adore, c'est notre maison, la maison de la Grèce, mais sortir un peu maison de la Grèce, Fondation hellénique à la cité universitaire, les traiteurs grecs, 2-3 tavernes qui nous accueillent, la péniche Anako, il faut aller dans le quartier, dans les librairies, par exemple, ou les théâtres, ou les petits lieux culturels. Du coup, pour finir, je voulais juste revenir sur les groupes Facebook, sur lesquels d'ailleurs j'ai diffusé le questionnaire. Il y a des groupes Facebook qu'on peut qualifier de Philhellène, qui s'appellent les Amis de la Grèce, Ma Passion la Grèce, Philhellène d'ici et d'ailleurs. Donc il y en a certains qui regroupent, comme vous pouvez le voir, 15 000 membres, 12 000 membres, c'est quand même beaucoup. D'autres qui sont un peu moins gros. Mais du coup, c'est intéressant de voir que même quand les Philhellènes ne sont pas en Grèce, il y a toujours cette volonté d'échange et de connexion les uns entre les autres. Du coup, voilà, je pense que moi personnellement, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si Nikos, tu as des choses à ajouter. Moi, je crois que ton travail est très intéressant dans le sens où ça appelle à des futures recherches que tu peux faire toi-même ou d'autres jeunes. Je dis que nous pouvons toujours accueillir la Synergie, mais je crois que Phonigraphie aurait répondu positivement, ou d'autres associations, surtout dans le cadre des actions de Viction, pour des jeunes chercheurs qui veulent faire un stage, qui n'est pas un stage à servir le café, c'est un stage à mener une recherche, une réflexion. Soit ils sont en communication pour des plans de communication, soit en journalisme. Je me rappelle que les émissions de radio grecques avaient lancé un appel pour d'autres personnes qui vont prendre le relais ou ils vont aider. Et on a aussi les questions des médias grecs ou philhellènes en France qui ne sont pas très importants. Avant, on avait un petit journal. Il faudrait avoir un peu plus d'émissions ou les mêmes, mais encore plus soutenus. Et il faut avoir des sites. On a le site Diaspora Grecque qui est à Marseille, mais il est un peu marqué sur ses points de vue. On a eu InfoGrèce qui n'a pas très bien, il ne rayonne pas autant qu'il fallait. Et on a aussi des maisons d'édition qui sont très importantes avec des collections grecques, notamment les éditions Kambourakis, les éditions Bruno Doucet. On a beaucoup de publications à Actes Sud et dans plein d'autres petites maisons d'édition. On a eu des maisons d'édition qui peinent à continuer comme les maisons d'édition Monin Vassia. On a eu quelques titres Aerosonics. Il faut voir, il y a des traducteurs de grande qualité comme Zilotlib bon, il y a beaucoup, et on peut parler du travail de Volkovitz et d'autres, mais ils ont besoin de jeunes qui vont travailler dans des métiers annexes qui sont la diffusion, la distribution, la communication et la création d'événements culturels. Parce que les Grecs modernes, une fois Alexis, avec sa spontanéité et son humour qui le caractérise, il a dit, mais c'est des personnes préhistoriques. Pour dire qu'il faut aller vers l'avant, donner la place aux jeunes. Oui. Ils avaient fait un travail avec les Grecs, comment on dit, Greek in Paris, je crois, même l'appellation en anglais, ça me gêne un peu, qui était un peu jeune cadre dynamique, qui voulait faire des soirées
plus active dans le monde du travail. Comme tentative, c'est très bien, comme direction, mais il fallait que ça soit dans un aspect culturel et de recherche, et pas seulement de jeunes cadres dynamiques gréco-français qui se retrouvent pour s'entraider comme une sorte de lobbying. Il y a d'autres associations qu'on ne connaît pas beaucoup, je crois une association qui s'appelle Argo, ou d'autres associations qui sont plus professionnelles ou autres, mais on ne les connaît pas bien. Il fallait qu'ils apparaissent un peu plus, et la Maison de la Grèce doit s'ouvrir un peu plus aux autres associations et des soirées plus variées. Et surtout, moi, je considère que quand on avait fait, par exemple, la semaine grecque dans la librairie, une librairie de la rue de la Roquette, près de la Bastille, on avait des gens qui découvraient le monde philhellène par juste une vitrine. Il n'y a pas de vitrine de librairie, de magasins. Il faut avoir, par exemple, ce serait très bien de faire, peut-être ça va vous paraître étonnant, une semaine sur les designers grecs qui vivent à Paris, les créateurs de mode, dans le sens où la mode n'est pas uniquement un produit de consommation. Il y a des dessinateurs de mode grecs à Paris d'énorme qualité, leur travail. Il faut faire plus d'accès à des galeries, à des expositions collectives, on peut dire comme ça. Oui, on m'a dit qu'est-ce. Parce que c'est que je souhaite, mais ça c'est un souhait personnel, avoir une sorte de collectif de tous ces jeunes musiciens qui sont venus avec la crise, qui sont plus tellement jeunes maintenant après les années, et qui préparent quelque chose. Hier, on a eu à la péninsule Anaco une soirée Theodorakis, sur la musique de Theodorakis, qui était vraiment très exquise, mais surtout on a compris à la fin, c'était une sorte de répétition avec public en vue d'un grand événement dans un grand théâtre parisien. Alors on sait que, par exemple, à l'époque où j'ai travaillé à Phonographie, chaque grand concert était toujours très rarement équilibré financièrement. Il y avait une perte énorme. Les prix des salles et des événements importants culturels à Paris sont exorbitants, les coûts plutôt que les prix. C'est pour ça que, par exemple, quand on a c'est une société de spectacle qui s'appelle Quoi qu'on soit, quelque chose comme ça. Comment? Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, oui. Et surtout, je travaille maintenant avec la salle, c'est à côté du métro Serge Bonsergent. L'Alhambra. L'Alhambra, on sait très bien que c'est travail à perte. Et qu'ils viennent presque gratuitement, les musiciens. Oui. Il faut trouver des solutions. L'État grec devait soutenir beaucoup plus ce type de travail parce que les associations font du travail dans le bénévolat et dans le travail amateur, d'artistes amateurs qui sont souvent de grande qualité. Il faut aussi promouvoir les grands travaux. Le Centre culturel hellénique a une vision plus d'être avec les autres centres culturels européens et de promouvoir des soirées plus difficiles, plus chères à réaliser, plus onéreuses pour réaliser. Mais il faut que la Grèce présente son travail en France, plus les Grecs. Ce n'est pas uniquement les artistes. Ce dont on n'a pas parlé, c'est l'énorme l'énorme travail des chercheurs gréco-français. Et on a présenté les livres de Laocratie à l'ACA, qui est très important comme parcours de vie, mais ce qui est très important aussi, c'est que c'est une dame qui a travaillé comme biologiste de renom. Et tous ces gens-là, il faut les réunir et les mettre en avant parce que parfois ils passent un peu aux oubliettes, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a 2-3 questions? Parce que sinon on va discuter autrement. Je voudrais simplement revenir sur... Plus vite, et tu peux descendre ton masque pour qu'on t'écoute. Ah oui. Simplement revenir sur l'exposition, j'espère que vous l'avez vue au Louvre, Paris, Athènes. Il y a eu une très 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 mauvaise critique dans le monde. À mon avis, c'est pas un spécialiste d'histoire de l'art qui l'a écrit, mais c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui a pris l'exposition comme n'étant pas assez élitiste. Moi, je la trouve élitaire dans le sens où elle propose un large public, pas forcément grec ou très 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 branché sur la Grèce. C'est une pure merveille, d'après mon avis. D'ailleurs, elle a un succès phénoménal.
le musée ne s'y attendait absolument pas. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elle n'est pas intéressante, et on y apprend et on y voit des perles. Je voulais revenir sur cette polémique parce qu'il y a des gens... C'est important, mais en même temps, la polémique vaut la peine parce que c'est une vision un peu lointaine. C'est bon pour l'Orient dans le sens où ceux qui parlent bien grec, c'est très intéressant de voir une conception différente de la conception grecque sur les légendes, comme on dit, les explications. Quand ils considèrent les hagiographes comme artistes, tandis que les hagiographes se considèrent comme habités par Dieu, ou comme ils disent les rois othons d'origine bavaroise, tandis que pour nous on considère que c'est l'occupation bavaroise, la bavarocratie, la xénocratie. C'est une exposition qui pour moi pose des questions idéologiques et philosophiques pas très clair, mais ce qui vaut la peine, c'est de voir pas la critique du monde. Hein. Lui, oui, mais moi, ça m'intéresse beaucoup le fait qu'on voit, par exemple, le rôle des missions archéologiques, parce que ça fait partie du mouvement philhellène, le rôle qu'ont joué les institutions officielles étrangères en Grèce, et qui ont joué un rôle de façonner aussi la conception qu'on a de la Grèce, la conception que la Grèce elle-même voulait montrer, en allant toujours vers l'Antiquité, et on sait très bien que les fouilles au XIXe siècle ont fait aussi beaucoup de mal, parce qu'on a cassé tout ce qui n'était pas jusqu'à l'Antiquité, parce que ce qui nous intéresse, c'était de prouver coûte que les Grecs, ce n'est pas faux, mais on cassait. C'est ce qu'on a maintenant au métro d'Athènes, où on voit les strates Turcocratia, Byzandio, jusqu'à les... On a une anecdote de Séphéris qui... était avec un érudit étranger, je ne sais pas qui, un intellectuel étranger, qui lui disait « Vous me présentez tout ce qui va après le siècle de Périclès, ça ne m'intéresse pas. Vous me présentez jusque-là. » Et Séphéris était assez choqué à cause de ça, le grand poète grec, le prix Nobel. Et nous, les mouvements philhellènes, si je me considère dedans comme professeur de grec, mes 25 ans en phonographie et les 2-3 ans en synergie, c'est de prouver que la Grèce a quelque chose à montrer maintenant, oui. Et aussi montrer la question qu'ils m'ont posée à moi, c'était dans une radio grecque, ils m'ont posé la question, est-ce que la France respecte la culture grecque, la civilisation grecque? J'étais assez étonné, j'ai dit, si ce qu'on présente vaut le respect, ils le respectent. Si ce n'est pas du respect, c'est du bas de gamme touristico-folklorique, si j'ose dire dans le mauvais sens du terme, il ne faut pas le respecter, il faut le détruire. Et tu n'as pas parlé de l'hellénisme diplomatique. Dis-nous 2 mots. Du coup, en fait, après le 19e siècle, en fait, il y a un philhellénisme qu'on peut appeler diplomatique entre la diplomatie grecque et la diplomatie française, et qui se voit jusqu'à aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Qui a parlé, je crois, à la télévision grecque, ça? Non, il a pris la parole à côté de l'Acropole, un peu comme si c'était un Malraux bis, disons, un deuxième Malraux. Il ne faut pas faire une polémique politique ici, mais quand même, il a voulu continuer ce philhellénisme, disons, plus ou moins officiel. Διότρις ακόμα, γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε. Nous avons... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est très connu le rôle, par exemple, vous parlez que des années relativement récentes, depuis des années 70, on sait très bien qu'il a joué un rôle important, positif ou négatif, c'est à nous de voir selon nos positions politiques ou la recherche historique qu'on va faire. Giscard d'Estaing, en imposant la solution Karamanlis après la suite de la dictature, tandis que notre gouvernement était formé, quand la France a utilisé l'avion officiel français pour envoyer Karamanlis en Grèce, on sait très bien le philhellénisme de François Mitterrand. Oui. On connaît très bien que même Sarkozy, il a vanté quelques origines grecques de Thessalonique. Oui. Et on sait très bien que Macron, il se considère philhellène
vers l'esprit de l'Antiquité, puisqu'il a étudié la philosophie, etc. C'est assez intéressant. Et le même esprit extrêmement important, Philhellène, c'est les associations officieuses, les collectifs. C'est assez intéressant maintenant que la situation politique en Grèce et en France, elle est assez difficile pour dire comme ça. On a eu par exemple des collectifs qui font détourner des films grecs. Le film sur l'Aube dorée a été projeté dans plein de villes en Bretagne, etc. Il y a un philhellénisme actif, politique et citoyen très important. Je crois que je peux dire juste en conclusion que travailler avec des jeunes comme Alexis Mateli est un plaisir parce qu'ils utilisent la nouvelle technologie, les nouveaux moyens de communication à des fins de chercheurs. Ils ajoutent un peu de plus à l'érudition que nous pouvons avoir nous. Et on a oublié de dire, par exemple, comme exemple, notre ami Nicole Dubois-Tartakat, qui a écrit le livre Kalimera, qui est un livre qui unit l'érudition, l'amour de la Grèce, de la langue grecque et les contacts avec les gens du pays. Et il y a plein d'autres personnes qui ont écrit le livre. On va s'arrêter pour des questions techniques aussi. Et on a eu des gens qui ont écrit sur la Grèce, qui traduisent tout le temps. Alors on va continuer. Je crois qu'on va s'arrêter là. Moi, personnellement, j'ai fini. Donc, non, mais merci d'être venu et d'être en ligne. Je ne sais pas s'il y a quelques gens qui ont des questions parmi vous. Ou des réactions, sinon on va continuer tous ensemble amicalement. Bon, merci beaucoup.